Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous, l'émission dédiée au digital, à l'innovation et à la tech responsable. Alors vous le savez, dès que nous levons la tête, il est impossible de passer à côté d'une caméra de vidéosurveillance pour garantir notre sécurité. D'ailleurs, on estime leur nombre environ à 1,5 million sur notre territoire et ça n'est qu'un début. Mais avec l'avènement de l'intelligence artificielle, leur utilisation soulève des questions sur la vie privée et nos libertés individuelles dès lors que nos gestes sont désormais anticipés. Alors jusqu'où chaque geste de notre quotidien peut-il désormais être analysé? Avec la présence de la data dans tous les objets connectés, peut-on être puni dès lors que l'on ne respecte pas le mode d'emploi? Et surtout, quelles sont les conséquences sur nos libertés individuelles? C'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités. Le numérique pour tous spécial surveillance algorithmique, c'est parti et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, nous avons le plaisir de recevoir Philippe Latombe. Bonjour Philippe. Bonjour. Donc vous êtes membre du groupe Modem et secrétaire de la commission des lois. Et pour commencer, parce qu'on aime bien commencer par une définition dans le numérique pour tous, qu'est-ce qu'on appelle la surveillance algorithmique dans notre quotidien ? C'est un terme qui est juridiquement impropre, vidéosurveillance algorithmique. C'est de la vidéoprotection avec une surcouche algorithmique. La vidéoprotection, c'est tout ce qui est caméra, ce sont les caméras qui sont sur la voie publique. Quand on parle de vidéosurveillance, c'est dans les domiciles, dans les lieux privés, pour faire de la protection périmétrique ou pour éviter les intrusions. Donc là, on parle essentiellement de vidéoprotection avec une surcouche algorithmique, c'est-à-dire que ce ne sont pas les caméras qui ont dans la caméra elle-même un algorithme d'intelligence artificielle. Le flux vidéo va sur un serveur et c'est le serveur qui a un filtre algorithmique qui permet de repérer des comportements ou des situations anormales. Alors très concrètement, si on lève la tête, on va les voir au niveau des feux urbains ou même peut-être dans des supermarchés. Lesquels sont équipés ou lesquels seraient équipés dans les villes? Toutes ces petites boules là que l'on voit sur nos feux de signalisation, ce sont des caméras qui sont équipées d'une couche algorithmique? Non, ce sont des caméras qui renvoient un flux vidéo dans une salle particulière avec un serveur qui, lui, a la capacité de faire de l'algorithmie. On n'est pas encore en capacité d'avoir des caméras avec de l'algorithmie directement embarquée dans la caméra. Ça nécessite des réseaux de neurones, on va rentrer dans la technique, mais des réseaux de neurones très compressés. C'est une technologie qui émerge, mais qui est très chère, qui est essentiellement portée par nos camarades chinois, parce que eux l'utilisent à fond sur l'espace public en Chine. Alors quand on se balade, alors justement soit dans l'espace public, soit dans un supermarché ou ailleurs, quels sont les objets qui peuvent nous trahir ou qui peuvent observer nos comportements et y mettre cette intelligence? Le premier instrument, c'est celui que tout le monde a dans sa poche, ça s'appelle le smartphone. C'est le principal outil aujourd'hui de localisation, de récupération de données, de traçabilité de comportements anormaux. C'est aussi la première chose que les forces de l'ordre essaient de récupérer lors d'un crime ou d'un délit grave, parce que il y a des traces numériques, il y a voilà. Si vous en voulez une autre qui est celle de tout le monde tous les jours, c'est la voiture. Dans la voiture, le GPS, tout le système embarqué de la voiture laisse des traces partout et à tout moment. Et donc, on fait une fixation sur la vidéo surveillance algorithmique, qui n'est pas le bon terme, encore une fois, mais il y a des choses qui sont déjà dans notre quotidien qui nous fliquent beaucoup plus que la vidéo surveillance algorithmique. Donc, le téléphone, par définition, le téléphone et la voiture. Vous imaginez objets, le GPS, il vous dit exactement par où vous êtes passé à n'importe quel moment, et c'est une traçabilité qui est... Et je parle même pas des systèmes qui ensuite envoient vers les constructeurs des informations pour savoir comment va la voiture et comment elle a roulé. Alors justement, on va rebondir sur le GPS et la voiture, à un moment où les notions de radar sont en train d'être débattues et peut-être même implémentées. À partir du moment où on voit que votre voiture va accélérer et qu'elle dépasse peut-être un 50 à l'heure sur le périphérique, la connaissance de la data dans la voiture fait que vous allez pouvoir être vidéo-verbalisé, une fois de plus. Alors, pour ça, c'est là où le corpus juridique est très important. Il n'est pas possible de pouvoir sanctionner un comportement, un automobiliste pour un comportement qu'il a eu, qui n'a pas été vérifié par une métrologie particulière, c'est le radar en l'occurrence, qui doit faire l'objet de vérifications préalables, de mesures préalables, et qui est installé avec des conditions très particulières. On doit avertir plusieurs centaines de mètres avant qu'on rentre dans une zone de radar, sauf cas particulier de radar mobile dans des cas précis. Il faut que l'emplacement du radar soit signifié sur la cartographie. C'est pour ça que vous avez des alertes radar sur des applications ou sur les smartphones. Donc il y a des règles très particulières. On ne peut pas aujourd'hui aller verbaliser quelqu'un en allant se brancher sur la voiture pour savoir si
il y a 3 jours, vous avez dépassé le 50 à l'heure à tel endroit. C'est pas possible. Alors là, on parle de la mobilité, mais on a vu récemment aussi des applications dans les supermarchés qui modélisent le geste du voleur, après avoir analysé des milliers et des milliers de gestes, donc ils les donnent à une intelligence artificielle, et qui sont capables de détecter justement le potentiel geste de vol de quelqu'un, un petit larcin qui serait dans un hypermarché. Là, on est hors la loi, ou alors c'est quelque chose qui va généraliser ? Alors, on est aujourd'hui hors la loi. Ça pourrait éventuellement généraliser s'il y avait une décision juridique, légale, avec une mise en place d'une loi qui devrait passer la censure du Conseil constitutionnel. Ça serait quand même très compliqué dans le cas qui nous occupe. L'IA-Act va aussi bloquer, donc on aura un problème de conventionnalité, donc de conformité au règlement et au corpus juridique européen. Et en plus, technologiquement, ça marche pas très très bien. Les essais qui ont été faits par quelques enseignes de supermarchés pour essayer d'ouvrir des supermarchés sans personne, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, marche pas très bien parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de faux positifs, des gens qui prennent un objet, qui le mettent dans le panier, mais qui le reposent dans un autre rayon. Et en fait, il faut avoir la totalité de la traçabilité de l'action. Je prends l'objet, j'identifie l'objet, je vois où est-ce qu'il est mis. S'il est ressorti, il faut que je le retrace. Donc c'est un peu compliqué. La meilleure des solutions et la moins chère pour les supermarchés, à l'heure actuelle, c'est de mettre des petites puces RFID sur les produits pour éviter que quand on sorte, quand on sort et qu'on a volé, ça sonne. Exactement. Alors, on le sait, pendant les Jeux Olympiques, on a équipé effectivement les principaux sites de nombreux dispositifs. Est-ce que c'était juste pour assurer une sécurité pendant cette actualité, ou alors en fait il y avait une anticipation d'une généralisation d'un système de surveillance beaucoup plus critique par l'État ? On m'a beaucoup reproché ce texte parce que j'ai beaucoup travaillé sur le texte des JO. On avait beaucoup travaillé avec le Conseil constitutionnel, avec le Conseil d'État sur les ensembles des mesures de protection qu'ils devaient avoir. D'abord, c'est un texte expérimental, c'est-à-dire que c'est une expérimentation qui se termine en mars 2025 avec un bilan obligatoire avant le 31 décembre. Et il y a d'abord une mission parlementaire qui a été lancée. C'est Éric Martineau pour le groupe Modem qui va la conduire avec un membre du groupe GDR, donc des communistes. Il y a le rapport du comité d'éthique de Paris qui va lui aussi donner un avis. Et il y aura évidemment la CNIL qui va aussi donner un avis. Et à partir de là, on pourra ouvrir une phase de réflexion pour voir si c'est efficace ou pas efficace, et si c'est efficace, est-ce qu'il faut le généraliser ou pas le généraliser, et dans quel cas de figure on le généralise. Ça passera forcément par la loi. On en a rediscuté avec le Conseil constitutionnel, qui avait validé une expérimentation, mais si on doit le généraliser, ce sera encore plus strict sur les règles d'encadrement. Les règles d'encadrement sont assez simples. Il n'y a pas de biométrie, contrairement à ce que tout le monde pense. Il n'y a aucune empreinte de biométrie qui sont prises par les caméras. Elles ont beaucoup servi pendant les JO sur des comportements anormaux de type mouvement de foule, parce que ça marche très bien. Comptabilisation de la densité d'une foule, parce qu'on sait qu'à partir d'un certain nombre de personnes au mètre carré, s'il se passe n'importe quel petit événement, ça peut provoquer des catastrophes, et ça a été très bien documenté, et ça marche bien. Ça marche pour voir s'il y a des gens qui courent après d'autres personnes, et là on est plutôt dans la personne qui fuit un danger, et dans ces cas-là on peut l'identifier et y intervenir, mais là encore sans biométrie. Ça ne marche pas très très bien pour tous les gestes qu'on pensait être les gestes dangereux de terroristes, c'est-à-dire passer la main sous une veste pour sortir une arme. Ça marche pas, il y a trop de faux positifs, parce que les gens mettent la main sous une veste pour chercher un téléphone portable, pour aller chercher n'importe quoi, et ça donne des faux positifs, donc c'est pas utile. Et sur les colis abandonnés, les bagages abandonnés, on arrive à identifier qu'il y a un colis abandonné, on a du mal à tracer le lien avec une personne qui l'aurait oublié. Donc il y a encore un peu de travail. Voilà, il y a encore du boulot. Voilà, c'est ça. D'accord. Philippe, il y a une célèbre universitaire américaine qui est un peu la prophète du numérique, qui s'appelle Shoshana Zuboff, qui nous décrit en fait un futur où on va être espionné, quel que soit l'endroit. Est-ce qu'il y a encore des zones où on peut être complètement anonyme dans cette société où là, pour l'instant, c'est pas possible? Et peut-être qu'un jour, on va y réfléchir, on fera machine arrière. Là encore, je pense que la principale source de non-anonymat, c'est le smartphone. C'est cet outil que vous avez dans la poche, que tout le monde a apprivoisé, dont personne ne pourrait se passer ou quasiment maintenant. C'est celui-là qui est aujourd'hui la source d'absence d'anonymat principale. Pour le reste, la vidéoprotection sur la voie publique, qui est une surcouche algorithmique ou qui n'en est pas, les forces de l'ordre, sauf à ce que vous soyez hyper connu, vous êtes une star, les forces de l'ordre qui regardent les écrans ne savent pas qui vous êtes quand vous passez dans la rue.
Mais il pourrait le faire. Avec la reconnaissance biométrique maintenant, on a quand même votre visage et si on bascule dans un état totalitaire, comme en Chine, on peut faire une reconnaissance de l'individu et de son identité. Technologiquement, c'est parfaitement faisable et les Chinois le font très bien. Nous avons quand même des protections très fortes en France et en Europe. En France, c'est la Constitution et les décisions du Conseil constitutionnel sont claires sur le sujet. Ça n'est pas possible. Et la protection de l'IA Act qui expressément interdit la surveillance généralisée d'une population à l'aide de ces outils. Et puis, il y aura très certainement dans les semaines, mois qui viennent, à l'occasion des différents sommets sur l'IA, des sortes de pactes multilatéraux d'utilisation éthique de l'IA, et notamment pour les pays démocratiques, le refus d'utilisation pour la surveillance généralisée de la population. C'est d'ailleurs un marqueur assez fort, je pense, que nous aurons quand nous accueillerons le sommet sur l'IA en France en début d'année 2025. Si on fait un peu de science-fiction, Philippe, on sait qu'aujourd'hui, l'IA peut détecter vos émotions et anticiper peut-être une réponse qui est adaptée à votre colère ou à votre bienveillance. On peut monétiser vos données de sommeil, donc on peut tout savoir sur vous. Le jour où on agrège tout ça, une fois de plus, la liberté part en vrille. Néanmoins, tout part du téléphone portable, comme vous le dites. On est parfaitement d'accord. C'est pour ça que l'ensemble de ces données doivent être considérées comme des données sensibles. Elles doivent faire l'objet de protection particulière. C'est le cas des données sensibles par le RGPD. Il va falloir qu'on renforce le RGPD. Il va falloir surtout qu'on fasse converger le RGPD et l'IA Act. Aujourd'hui, RGPD et IA Act ne se fondent pas l'un dans l'autre. Il y a des zones de frottement qu'il va falloir pouvoir régler. Donc je pense qu'on va aller vers un RGPD 2.0 qui sera un RGPD compatible avec l'IA Act. De toute façon, nous allons en avoir besoin parce que effectivement, les algorithmes d'IA ont besoin de beaucoup de données très précises et très bien calibrées pour pouvoir fonctionner correctement. Et on en a besoin aujourd'hui. On a besoin d'IA avec des données de santé pour faire du dépistage, pour permettre d'accélérer un certain nombre de processus médicaux. Et si on n'a pas ces données, et si on ne nourrit pas les algorithmes, on ne les aura pas, on en a besoin, mais il ne faut pas non plus que ces données partent n'importe où. D'où l'obligation, la nécessité de sécuriser les clouds, d'avoir une réglementation sur les clouds très protectrice, notamment pour les données de santé. Si on n'a pas toutes ces réglementations, on peut facilement basculer dans un état avec un score social comme on a en Chine, c'est-à-dire si vous ne vous êtes pas bien comporté, vous avez brûlé 3 feux rouges et vous n'avez pas honoré vos dettes, vous êtes mal noté ? Oui, c'est technologiquement possible. C'est là tout l'intérêt des législateurs, d'un certain nombre d'associations et de professionnels du droit pour être sûr que l'ensemble des garde-fous sont bien présents et bien respectés. On peut toujours faire la politique du pire. Il faut aussi voir que l'IA est une révolution industrielle qui va pouvoir nous aider sur beaucoup de sujets. Et je reviens sur la santé. Sans l'IA, vu la démographie médicale que nous allons avoir des problèmes de santé publique. Il va absolument nous falloir de l'IA pour faire de la prévention, pour faire du dépistage, pour faire un certain nombre de prédiction de risques de maladies, ce qui fait qu'on va pouvoir spécifier des tests, du dépistage sur un certain nombre de maladies parce que on sait qu'elles sont dans la famille depuis relativement longtemps et qu'on a documenté que ça pourrait arriver, 1 cas sur 5, etc. On en aura besoin parce qu'on n'aura pas suffisamment de médecins et de professionnels de santé pour suivre la population générale. Merci Philippe Latombe. Je rappelle que vous êtes membre du groupe Modem et membre du collège de la CNIL. Restez avec nous, on marque une courte pause avant de comprendre comment le droit nous protège, ou pas du tout, des dérives de l'intelligence artificielle. Le numérique pour tous, spécial surveillance algorithmique, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission spéciale surveillance algorithmique, j'ai le plaisir de recevoir Maître Gérald Pandelon, avocat spécialisé en droit pénal des affaires au barreau de Paris et à la Cour pénale internationale de l'Haye. Gérald, bonjour. Bonjour. Gérald, pour votre invitation. Merci. Quand on écoute Philippe Latombe, on se dit qu'on va bientôt punir l'intention de nos actes et non plus l'acte lui-même. C'est-à-dire, si on pense faire un crime, en fait, on va être puni alors qu'on n'allait pas le commettre du tout. C'est ça qu'il faut comprendre ? Pour l'instant, ce n'est pas possible. Sur un plan juridique, notamment en matière pénale, il faut toujours un élément intentionnel, matériel et formel. On ne peut pas punir l'intention. En revanche, même si la matérialité de l'infraction est réunie, si fait défaut l'élément moral, l'élément intentionnel, c'est pas poursuivable. Alors j'ai envie de vous demander, les algorithmes qui sont mis, justement cette couche d'intelligence qu'on met sur les caméras, est-ce qu'ils sont une forme de surveillance illégale aujourd'hui ou alors ils sont conformes au droit ? Ils sont considérés aussi bien par la jurisprudence française qu'européenne comme légales lorsque ne sont pas disproportionnés, lorsqu'il n'y a pas une disproportion
entre le mécanisme mis en œuvre, des caméras intelligentes, etc., et les conséquences attendues. Donc là, c'est pas considéré comme attentatoire aux libertés. En revanche, et c'est ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme, notamment dans un arrêt de 2020, lorsque c'est disproportionné, alors c'est considéré comme une surveillance généralisée des masses, etc. Et donc, c'est contraire à notre édifice normatif. On le sait, hein, quand on est sur Internet, pour avoir accès à certains services, on est obligé de donner son consentement et on ne va pas lire les centaines de pages, on va dire, juridiques qui sont derrière. Est-ce que pour vous, ça masque des choses, en fait, qu'on ne devrait pas accepter, quelque part, et qui sont non conformes à nos droits de l'homme? Oui, parce que ça nous permet bien souvent de consentir à des éléments, à des choses qu'on n'a pas comprises. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forme d'asymétrie de l'information, puisque les entreprises ont un niveau de connaissance que les utilisateurs potentiels n'ont pas. Et par conséquent, ça pose effectivement un problème de consentement. Mais on est, je dirais, surveillé même par des mécanismes qui nous paraissent anodins. Par exemple ? Spotify, Netflix, que sais-je, YouTube, ou ce qu'on appelle aujourd'hui le design persuasif, hein, les cookies, que sais-je encore, il y aura encore pas mal d'exemples, où tout est mémorisé, tout est enregistré, et par conséquent, regardez, à chaque fois que vous discutez avec une amie sur un sujet, si vous avez un smartphone qui est éclairé, tout de suite vous recevez des notifications sur le même sujet. C'est incroyable quand même. C'est la preuve quand même que notre liberté est relativement encadrée sans que ça conduise systématiquement à des poursuites pénales. Alors justement, il n'y a pas de poursuite pénale, mais est-ce que ça veut dire que la loi européenne sur la protection des données est correctement appliquée, ou alors justement les entreprises préfèrent payer des sanctions et plutôt récupérer la data des gens qui se servent de leurs services? À ma connaissance, il n'y a eu qu'une seule décision, mais pourrait vérifier, qui ait été prise par la Cour européenne où 20 millions d'euros ont été infligés à une entreprise qui ne respectait pas en toute transparence ces éléments-là. Mais bien souvent, je pense que les entreprises ont le réflexe de payer d'abord pour ne pas être sanctionnées sur un plan judiciaire. Et quelles seraient les sanctions ? Elles sont violentes si on ne respecte pas ce texte ? Oui, l'article 225.1 du Code pénal prévoit des sanctions assez lourdes, dans l'hypothèse où, bien sûr, et l'élément intentionnel et matériel auraient été réunis dans le cadre de cette infraction, mais vous avez également des sanctions fiscales. Pas que des sanctions pénales, vous avez des sanctions fiscales. Dans le Code du travail, il est prévu qu'une forme de surveillance peut conduire... Oui, par exemple, devant votre ordinateur, on voit que vous n'êtes pas assez productif ou alors que vous n'avez pas respecté les horaires. Là, vous êtes surveillé et on peut avoir accès à ces données. Absolument. Ça, aujourd'hui, c'est observé ou alors pour l'instant, on fait fi de... C'est très embryonnaire. C'est embryonnaire. C'est très embryonnaire. Qu'en pense Philippe Latombe ? Effectivement, on peut observer des collaborateurs qui ne seraient pas assez productifs ou qui ne délivrent pas dans les temps impartis. Il y a eu quelques tentatives de certaines entreprises de pouvoir faire des licenciements sur ce motif-là. La jurisprudence n'est pas encore suffisamment établie pour qu'on puisse déterminer si c'est légal ou pas. Il y a eu quelques cas où c'était flagrant et donc en fait il y avait d'autres éléments matériels qui permettaient de justifier le licenciement, donc ça avait été accepté, et d'autres qui étaient uniquement basés sur de l'espionnage du salarié qui n'était pas prévu dans le règlement intérieur, qui n'était pas prévu dans la convention collective ou dans l'ensemble du contrat de travail, et donc ça avait été rejeté. On est pour l'instant sur des décisions de première instance, c'est-à-dire de prud'homme. On a eu une ou deux affaires qui sont passées en appel. Pour l'instant, on n'a pas de cour de cassation suffisamment établie. Mais aujourd'hui, clairement, le droit du travail est très protecteur du salarié sur le sujet. Philippe, Gérald vient de l'évoquer, les entreprises préfèrent parfois payer des amendes qui sont monstrueuses plutôt que de respecter la loi sur la protection des données. De votre point de vue, effectivement, c'est cet équilibre qui est en train de se dessiner ? Non, il est en train de changer. La Cour de justice de l'Union a eu une décision très récente, très intelligente, qui va rebattre les cartes, puisqu'elle a infligé à une entreprise la possibilité qu'un de ses concurrents puisse l'attaquer en concurrence déloyale parce qu'elle ne respectait pas le RGPD. Et donc aujourd'hui, ça va faire glisser la possibilité de pouvoir attaquer une entreprise qui ne respecte pas le RGPD du domaine uniquement de la protection des données, donc de la CNIL, et donc avec une sanction administrative,
vers une procédure pour concurrence déloyale. Et ça se jugera devant des tribunaux totalement différents, des tribunaux qui vont être des tribunaux de commerce, qui vont être des tribunaux au civil. Et donc ça va être intéressant de voir comment ce que ça va se passer. Mais l'arrêt de la Cour de justice là-dessus va donner un nouveau coup de projecteur sur la protection des données. Vous êtes tous les deux dans le domaine du droit, donc il y a beaucoup de bouleversements et une accélération de l'innovation. On sait que la régulation ne va pas forcément à la même vitesse que celle de l'innovation. Sur quoi êtes-vous en train de travailler pour vous dire, voilà, on va prendre un coup d'avance et on sera capable d'encadrer et de protéger les citoyens? Qui veut prendre la parole? Pour rebondir ce que dit monsieur le député, je crois qu'on n'est pas totalement non plus démunis en termes de texte. Il y a effectivement le RGPD. L'article 22 dit qu'on ne peut pas faire l'objet quand même d'une décision automatisée. Vous avez la loi informatique et liberté qui a été réécrite en partie en 2018. Vous avez quand même la loi sur la République numérique de 2016. On n'est pas totalement démunis. Mais en fait, au-delà du débat juridique, me semble-t-il, ce qui est, à mon avis, important de soulever, c'est ce que j'appelle l'arbitrage entre la sécurité et la liberté. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on pourrait considérer que le fait d'être trop surveillé, etc., peut enfreindre nos libertés, d'autant plus qu'il n'y a pas de liberté en retour qui nous soit donnée. On pourrait considérer également que la République, la res publica, c'est la chose visible, et que là, manifestement, c'est le secret et l'invisibilisation du pouvoir qui l'emporte. Mais compte tenu des faits de terrorisme, on ne va pas rentrer dans les détails, qui ont frappé la France depuis maintenant une quinzaine d'années, si l'intelligence artificielle permettait que la sécurité accrue permette ce qui est davantage de liberté, de protection des citoyens, on peut légitimement se poser la question de savoir si ce ne serait pas plutôt un bienfait. Pour conclure, Philippe Latombe, votre position, sur quoi travaillez-vous concrètement pour avoir un coup d'avance par rapport à l'innovation? Il va falloir qu'on travaille sur la transposition de la directive NIS 2 sur la cybersécurité, qui va du coup toucher beaucoup les données personnelles, les fuites de données personnelles. On a des exemples très récents, on va citer un grand opérateur de téléphonie. Et donc, c'est l'adéquation entre NIS 2, la protection des données personnelles, et le RGPD. Gérald Pandelon, Philippe Latombe, merci beaucoup pour vos éclairages. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Et pour prolonger la discussion, on se retrouve sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine.